À chaque jour suffit son réveil, mesdames et messieurs. C'est déjà ça d'être sur pied, vraiment de remercier le grand patron qui nous permet toujours d'avoir l'énergie à vous donner et aussi à partager, à faire en sorte que chaque jour puisse compter. Merci à vous. Bienvenue, c'est Matin Bonheur. Christelle Akoussa réalise donc cette émission. Kadi Fadiga au sein de la rédaction en chef et votre serviteur rédaction en chef adjoint. Et puis il y a Fatim Djidje donc qui est là pour nous parler titrologie. Elle est déjà positionnée dans les starting blocks. Il y a surtout Nessie qui est avec nous, vous le savez, depuis le début d'année 2018. Et cette année, on ne s'est pas trompé. Cette fois, ça va. 2018. Comment ça va, Nessie? Super bien. Et vous? Tranquille, pépère, ça va. Premier week-end de l'année 2018. Yes. Quel est le programme? C'est la partie qui me plaît même bien. Le programme est simple, hein, se reposer, profiter de l'harmattan. C'est important, se reposer, profiter de l'harmattan. Et nous, on profite pour vous souhaiter la bienvenue dans notre émission, dans votre émission Matin Bonheur. Et en ce premier vendredi de l'année 2018, on souhaite un très bon vendredi à tous nos frères et sœurs musulmans. Qu'Allah agrée tous vos supplications. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, vous aurez droit à la thématique culturelle. Aujourd'hui, on parlera de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. À quoi cela est dû? Est-ce un fait culturel ou est-ce dû à l'indiscipline notoire de nos concitoyens? On en parlera, on en discutera avec nos invités du jour, sans oublier vos différentes rubriques, notamment la capsule astuces et conseils. On aura la météo, le JT, Marco l'a dit. Fatim Djidje est à son poste pour la triple dose du vendredi qui démarre maintenant avec la titrologie. Ah, elle est blonde. Hein? Bonjour Blanche-Neige. Bonjour Nessie, bonjour Marco. Toute blanche. Bonjour à tous. Et oui, comme vous le savez, l'événement de la veille fait la une du jour. Et c'est donc très logiquement que la cérémonie des vœux au chef de l'État se retrouve à la une de plusieurs journaux, à l'instar de Fraternité Matin, qui titre donc cérémonie des vœux, vous allez le voir apparaître, sénatoriale, municipale et régionale. Ouattara invite les Ivoiriens à œuvrer au bon déroulement des élections. L'autre sujet concerne la reprise des cours et on apprend que des élèves défient l'autorité à Bouaké. Le journal de l'opposition, Notre Voix, revient également sur cette cérémonie et titre « Les ambassadeurs et les évêques mettent la pression sur le chef de l'État ». Toujours sur cette une, on retrouve les mots de Blé Goudé. Gbagbo et moi n'avons pas de projet de vengeance. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont à la une de l'Inter qui vous dit comment ils ont fêté le réveillon de Noël et la Saint-Sylvestre, ce que la CPI a décidé pour eux. Et on apprend aussi qu'ABI sera donc opéré pendant 18 heures avant comparution lundi. Le jour affiche les mots du docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Donner son sang fait vivre longtemps, nous dit-il. Et à propos du PDCI RDA, Bédier nomme le général Kassaraté. Pour sa première une de l'année 2018, Go Magazine change de ton et fait dans la philosophie « Dieu existe-tu vraiment ?» Telle est leur question. L'hebdomadaire féminin donne aussi la parole à Marie-Anna Falassé, qui est donc l'initiatrice du concours du plus beau bébé. Je suppose que c'est là où on trouve les plus beaux candidats. Et on finit avec ce clin d'œil de votre hebdomadaire humoristique aux prédictions 2018. On voit donc des supporters devant un sorcier, je suppose. Et celui-ci leur dit « Mes génies disent que cette année, les éléphants n'iront pas au mondial. » On le savait déjà. Allez, on se retrouve pour la revue de presse People, la revue de presse classique, donc à tout à l'heure et à tout à l'heure. Merci Fatim. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 janvier 2018. Alors, c'est la journée mondiale des orphelins de guerre. 5 jours après la journée mondiale de la paix, c'est-à-dire le 1er janvier, une journée où l'Église catholique propose au monde entier de célébrer donc, la journée mondiale de la paix depuis 1968, à l'instigation du pape de l'époque. On parle des orphelins de guerre aujourd'hui. Leur journée mondiale est d'origine onusienne cette fois. Et c'est d'ailleurs la Convention relative aux droits de l'enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé. Allez, un mot par exemple pour les orphelins de guerre de par le monde. La situation matérielle, leur situation matérielle dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États
pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire. Il y a actuellement de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde. Plus de la moitié sont des enfants et parmi eux, les orphelins sont très, très nombreux. On a une pensée pour toutes ces personnes, tous ces enfants-là qui souffrent des affres, des conflits initiés, hélas, toujours par les adultes. Bonne fête aux Édouard. J'ai failli dire Edith. Vous avez des gens, connaissez des gens qui s'appellent Édouard? Non, non, Édouard. non, je n'en connais pas du J'ai tout. une chanson que je connais, Frère Édouard, une chanson, bonne rumba, Frère Édouard. Non. Ok, Frère Édouard, écoutez ça vous fera du bien ce week-end. Alors on a quoi ensuite, Miss Nessie? Alors, ensuite, on a la capsule qui nous permet de nous bouger, de dépenser de l'énergie. C'est la gym. Allez, 1, 2, 1, 2. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Bienvenue à votre dernière émission de la semaine, votre émission de sport. J'ai avec moi Coach Armand. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une séquence d'exercices au sol qui sont tous centrés sur le travail au niveau de la sangle abdominale. On en a un qui va travailler un tout petit peu les bras, mais on reste concentré sur les abdos. Donc vous avez juste besoin d'un tapis, vous avez juste besoin d'une bouteille d'eau, une serviette et on est parti. Donc, nous allons commencer les deux pieds à plat au sol pour s'installer. On va rentrer le nombril, on va basculer le bassin, on va s'allonger sur le dos. On va garder les bras allongés vers l'arrière. Premier mouvement, on lève les bras vers le plafond. On lève la tête, on rentre le ventre et on essaye de s'asseoir. On contrôle tout doucement en descendant. Les bras vont repartir vers l'arrière et on y va. On part pour 2, on monte, on expire et on revient. On y va pour 3, on monte, on expire. Coach Armand, ça va, tu t'en sors? Et on y va. 4, on expire, on monte. Et on revient. On veut éviter de forcer avec les bras pour monter. Donc on essaye de contrôler tout le mouvement, la tête, les abdos. On se tient droit et on contrôle doucement en descendant. Allez, on en fait 2 autres. On lève. Et une petite dernière. On lève. On expire. Excellent. On retourne au sol. On va faire exactement le même mouvement, mais on va rajouter notre jambe. On lève 1. Et on retourne au sol. On change de côté. 2. Et on revient. Encore. 3. Et on revient. On part pour 4. Et on revient. Encore une fois 5. On fait super attention à toujours garder le nombril à la colonne. À basculer le bassin avant de monter. Pour garder le bas du dos appuyé, n'est-ce pas? Encore. Une dernière de chaque jambe. Et on revient. Dernière de l'autre. On lève. Et on redescend. Excellent. Prochain exercice, on va partir à genoux. On va garder les genoux encore une fois légèrement en arrière des hanches. On va commencer en position planche. Et l'objectif, ça va être de monter et de retourner au sol. On lève et on revient. On alterne bras gauche et bras droit. On lève et on revient. Alors pour les plus avancés, vous allez suivre la version de Coach Armand où on garde les genoux décollés. Et pour les débutants, vous allez me suivre, n'est-ce pas? Encore une dernière de chaque bras. On revient. Dernière de l'autre. Et on revient. Excellent. Dernier exercice. On va s'asseoir. On va garder les talons au sol. On rentre le nombril, on bascule le bassin. On est assis sur le coccyx. On garde les bras en avant et on va faire des petites rotations de chaque côté. On expire et on inspire d'un côté. On pense à garder les abdos contractés. On ne veut pas sentir le bas du dos. Si vous avez mal au bas du dos, revenez un tout petit peu plus droit. Sinon, on descend. Allez, on en fait encore 3 autres de chaque côté. Il en reste 2. Une petite dernière. Et on relâche. Vous pouvez croiser les jambes. On descend un tout petit peu vers l'avant. On relâche le bas du dos.
et on revient. Alors, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous aura fait du bien et je vous souhaite de passer une agréable journée et un excellent week-end. Merci beaucoup, coach Kadi. Et n'oubliez pas que bientôt, bientôt, Nessie va relever le défi, n'est-ce pas? Nessie, grande sportive de son état. Elle a remporté plusieurs prix dans le cadre de l'OASU, dans son école primaire. C'était où ça déjà? À EPP, donc groupe scolaire Gonzac. Ah, Gonzac, d'accord. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace là-bas. Donc, elle faisait des distances à la Muriel Auré, à la Marie-Josée Talou. C'est une grande sportive qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau. Et on espère qu'on aura la vitesse sur les routes aussi, parce qu'on va voir un peu la physionomie. C'est le point route. C'est parti. Ah, okay. No comments, plutôt. No comments. Ok. Merci beaucoup à Nassé. Donc, le point route avec Sokosé, pardon, le Latri. Le Latri. Alors, mais là, c'est la même chose hein, que le début de la semaine, Marco. Depuis le lundi, on sent que la population est toute timide là. Les voitures se font rares, ce sont plutôt les piétons qui ont pris d'assaut la route. Alors, on part tout de suite pour le deuxième point route qui nous emmène là où? Au boulevard Lagunaire. Ah ben là, c'est plus vivant. Sombre, oui. On est en blanc-noir. Hein. C'est plus vivant. Bienvenue, mesdames et messieurs, en 1980. Non, en tout cas, on aperçoit quand même qu'il n'y a pas de circulation. Le temps est encore rempli de brume sur le Lagunaire. Ensuite, nous allons dans une commune très chère à ma voisine. Oui, Trècheville. Je profite pour faire un coucou à tous les habitants de Gbata-Nicro. On poursuit. Le Gbata. Ouais, le Gbata. Là, ils sont tranquilles. Oui, surtout les artistes Zouglouman. Alors, c'est fini hein, non, avec c'est pas fini. On va échanger un peu sur l'échangeur. Voilà. Échangeur. Marcory, ça va. Marcory, timide aussi, comme Trècheville. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah, de toutes les façons, vous avez le temps. Hein. Là, il n'est que 6h07. C'est sûr qu'ils sont devant leur écran en train de suivre Matin Bonheur qui se poursuit. Alors, cette fois-ci, on part à Milan, non? Oui, vous avez un chien à la maison chez vous? Non, plus maintenant. Mais je sais, j'ai une idée maintenant pour votre anniversaire. C'est peut-être les caniches et les chiens à la mode, là, on en voit partout à Abidjan. Mais on va aller donc faire un peu le dressing de ce chien-là. Oui, parce que les chiens aussi parlent d'élégance. Et je vous envoie à Milan. Dentro la scatola. Ma mi servono gli spilli. Anche. Madonna! Lo allunghi dietro, gli mettiamo il bordo. Allora tira fuori un attimo il... Dove... Ah, nous sommes déjà de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Vous suivez Matin Bonheur, bien évidemment. Toute l'équipe est à pied d'œuvre afin de vous donner des informations qui vous seront très, très utiles tout au long de la journée et tout au long de votre vie quotidienne. On poursuit, Marco? Oui, on poursuit maintenant avec des vœux qu'on a des personnalités. Vous savez que jusqu'au 31 janvier, on est toujours dans la mouvance, dans la spirale, dans la sphère des vœux. Généralement, ça s'arrête fin janvier, mais on peut faire les prolongations jusqu'à début février. Donc des vœux des personnalités qui passent par Matin Bonheur afin de vous souhaiter tout le meilleur du monde. Je présente mes vœux les meilleurs à toute la nation ivoirienne, à tous les Ivoiriens. Que Dieu fasse qu'il y ait la paix, il y ait le bonheur, il y ait la prospérité. Que l'essor économique que notre pays a commencé puisse aller de l'avant, que Dieu accorde la sagesse aux dirigeants, à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire pour que vraiment l'union, la cohésion soit. Pour la population de ma circonscription, je leur souhaiterais tout simplement bonne heureuse année en leur disant que Dieu leur apporte la grâce, la paix, de sorte que notre département connaisse un essor, de sorte que notre commune connaisse un essor. Madame le ministre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je lui souhaite une excellente santé à tous les collaborateurs de l'Éducation nationale, depuis, n'est-ce pas, les membres du cabinet, aux directions centrales, aux directions régionales, aux chefs d'établissement, aux IEP, aux enseignants. Je souhaite très fortement qu'il y ait un climat de paix,
et de tranquillité, n'est-ce pas, dans nos lycées et collèges, dans le primaire et dans le primaire, dans le secondaire et même dans le préscolaire, parce que aucun enseignement de qualité ne peut se faire dans un climat délétère. Que cette année 2018 soit une année de paix, une année de prospérité, une année de stabilité, et que cette année 2018 soit une année de révélation et de grands projets pour notre pays. Voici mes vœux que je voulais, à l'endroit de mes frères et sœurs, souhaiter pour cette nouvelle année 2018. Organisés. Les vœux. C'est important. C'est important, hein. Ça rythme un peu le premier mois de l'année, et c'est bien. Mais il y a un professeur, j'ai un professeur de philosophie qui disait que les vœux dépendent de notre esprit et de la couleur de notre cœur. Effectivement. Leur réalisation surtout. Parce que ça ne sert à rien de souhaiter le bonheur, la santé, alors qu'on est couché chez soi. Et puis si on souhaite des vœux, par exemple, à quelqu'un qui, dans sa tête, ne veut pas travailler, ne pense qu'aller braquer, va faire de mauvaises choses, c'est pas de bons vœux. C'est sûr qu'il va passer une mauvaise année si les policiers lui mettent la main dessus. Alors, on part tout de suite en Birmanie. À l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de la Birmanie, des jeux de rue sont organisés. Et on y va pour le no comment. Remonter astuces et conseils? Oui, on va faire remonter astuces et conseils. Dites-moi, Marco, si on devait refaire ces mêmes jeux ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous voyez quoi comme jeu? À part le solé moulé. Je vois cache-cache. Enfin, Cache-cache. Oui, cache-cache. La corde à sauter. La corde à sauter. Et puis quoi encore? Gendarme voleur. Gendarme voleur, d'accord. Il y a la ronde des fillettes aussi. Ah bon? La ronde des fillettes, sans rire et sans parler. La première qui rira, se mettra en genoux. D'accord. On va faire une séance de rattrapage parce que à mon époque, c'était pas comme ça. À mon époque. Alors, la mienne, elle est récente. Hein. Elle est récente. Juste là. Année 2000, par exemple. Allez, au sommaire, mesdames et messieurs, on aura donc, si vous restez, si vous nous faites l'amitié d'être avec nous jusqu'à la fin de cette émission, on aura bien sûr notre rendez-vous où nous parlons de faits culturels au deuxième degré, c'est-à-dire ce qui est inscrit bien sûr dans nos habitudes. Aujourd'hui, l'insalubrité. L'insalubrité sera de mise. Est-ce un fait culturel ou bien cela dépend tout simplement de l'incivisme des populations. Nous attendons Fatim Gégé qui va nous faire le plaisir de venir maintenant pour la revue de presse, comme cela est convenu dans le conducteur de l'émission. Nous allons aujourd'hui, je rappelle, on aura une revue de presse People, c'est dans quelques secondes, et puis après on aura la revue de presse classique. La revue de presse People, c'est parti maintenant. On commence par un hommage à nos disparus. C'était une terrible fin d'année pour la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Une semaine après la disparition d'Honorine Annie Gori, journaliste reporter à la RTI, c'est le directeur de la RTI 1, M. Sanga Touré, qui nous a quittés le 29 décembre dernier. Plongeant famille, amis et collègues dans une profonde tristesse. L'article reprend les mots d'Olivier Conan, ancien journaliste à la RTI, qui est actuellement reporter pour
pour Africa 24, pardon, Sanga était un homme simple, jovial, talentueux et un grand bosseur qui mettait un point d'honneur au travail bien fait. Vous nous manquez terriblement, monsieur Sanga Touré. Life Magazine publie le top 7 des sportifs de l'année 2017. Et le numéro 1, bien évidemment, c'est Marie-Josée Talou qui nous a fait rêver sur 100 mètres et 200 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme. Et maintenant, voici les suivants. Alors le numéro 2, c'est Cheikh Cissé, très attendu lors des Challenges 2017, qui a fait une très bonne figure en remportant avec maestria la majorité des compétitions où il était engagé avec l'or à la clé, bien sûr. Le clou, c'était à Abidjan, début décembre, où il a remporté brillamment le Grand Prix de Taekwondo chez lui, devant son public. Le troisième, ou la troisième devrais-je dire, c'est Ruth Bagby. Voici maintenant plusieurs années qu'elle domine largement le taekwondo ivoirien chez les femmes. Et elle a continué sur cette lancée en remportant des médailles partout où elle est passée. Ruth est la championne du monde en titre de taekwondo. Et le numéro 4, malheureusement souvent oublié, c'est Ben Youssef Meïté, qui a été sur tous les fronts en 2017, même si l'année ne lui a pas beaucoup souri. Il a le mérite d'avoir fait une saison pleine, en bon outsider sur toutes les pistes qu'il a dévalées lors des mondiaux d'athlétisme. Même s'il n'a pas décroché la médaille, Ben Youssef Meïté a fait trembler Usain Bolt et Justin Gatlin lors de la demi-finale. Il faut quand même le saluer. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est le recordman ivoirien sur 100 mètres. C'est vraiment c'est une très grande fierté parce qu'il a porté les chronos orange, blanc, vert à des sommets. MSN propose la liste des winners et des losers de l'année 2017. Allez, on va commencer avec un qui a passé une très bonne année avec son tube que je vais éviter de vous chanter. Le Canadien The Weeknd, la 6e célébrité la mieux payée en 2017, selon Forbes, avec un revenu estimé à plus de 92 millions de dollars. Alors Kevin Spacey, là on va dans les mauvaises années, elle est une des chutes les plus spectaculaires de l'année. Vous allez le voir apparaître, l'acteur qui était aimé et acclamé est devenu un agresseur et un harceleur présumé. Alors le numéro 1, sincèrement, je pense que tout le monde le sait, c'est forcément, vous allez le voir apparaître, le fameux le Harvey Weinstein, qui est le perdant absolu de 2017. Et donc, avec tous ces scandales sexuels à Hollywood, plusieurs femmes l'ont attaqué et dénoncé donc 30 ans d'inconduite sexuelle grave. Et celles qui sont les winners de cette année 2017, eh bien, ce sont elles, les dénonciatrices justement, les femmes dénonciatrices que le Time a d'ailleurs choisi comme personne de l'année 2017. Clip de l'année peut-être 2017, peut-être. Voici donc le fameux clip d'artiste africain avec le logo confédéré. J'espère pas que c'est le clip de l'année. Vous voyez bien ce logo, c'est celui qui représente les États confédérés d'Amérique qui étaient donc favorables à l'esclavage et ont eu plusieurs drapeaux. Bon, ça a été interdit depuis des années, sauf pour un usage, on va dire, personnel. On en parlait la dernière fois avec Eva Amani qui avait dit avoir vu ce logo dans des clips de chanteurs africains. Eh bien, vous allez le voir, elle avait totalement raison. C'est Force One qui va apparaître avec le clip Vous. Et vous allez voir dans le clip l'image suivante, le logo sur l'un des chanteurs, sur une de ses manches. Et vous allez voir après l'image suivante aussi, le second chanteur qui a lui aussi le logo sur lui. Alors je pense, j'espère, je suppose que c'est par pure ignorance qu'ils ont commis cette grave erreur de célébrer donc les États esclavagistes sans le savoir. On finit avec quelque chose de plus gai, une caricature de... Bitch. On va y arriver. Donc, la caricature représente un homme qui dit à sa femme, c'est très drôle, Chérie, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus jamais de paris, de jeux de paris. Elle répond, tu ne peux pas. Et il dit, ah ouais, tu paries? Vraiment, c'est pas mal. Comme quoi, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et pour une fois, c'est pas la femme qu'on critique, donc je suis ravie. C'est ça, c'est ça. Merci Fatim, on vous retrouve tout à l'heure. Restez avec nous, parce que franchement, après, c'est pas évident. Restez avec nous là. Anassé va se charger de la maintenir sur place, parce qu'avec elle, on ne sait jamais. Par contre, ici, on sait ce qui va suivre. Effectivement, c'est un reportage qui nous montre comment combattre les feux de forêt en saison sèche. Ah non? Non, c'est pas le reportage. D'accord, mais bon, on poursuit. Normalement, c'était le reportage sur le conducteur. Dans quelques instants, on va recevoir, c'est Hamza.
Hamza Diaby, normalement, je sais pas si pour c'est le lui qui est programmé JT. pour le JT. D'accord, mais on puis, recevra en tout cas un journaliste qui nous fera voyager à travers, au cœur, qui nous emmènera au cœur de l'actualité d'ici et d'ailleurs pour parler, pour nous donner des informations très très importantes. On aura aussi la météo. Par rapport à l'Harmattan, tout ça, c'est très Surtout, important. pourquoi c'est maintenant que l'Harmattan est très présente? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le changement climatique. Parce Cédric Lombardo on l'a pas senti. en parlait la dernière fois. Effectivement. C'est le changement climatique, les influences, donc l'environnement qui... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de causes tant immédiates que lointaines. Et justement, dans le volet environnement, on aura Cédric Lombardo avec nous tout au long de ce mois de janvier pour nous en parler par rapport à certains gestes, tout ça. On doit se faire soi-même la police, savoir que quand on brûle des ordures à ciel ouvert, on crée de graves désagréments à l'environnement, savoir quand on sort et que notre moteur n'est pas en très bon état, quand on sort et quand notre voiture dégage la fumée noirâtre, ça nuit considérablement à notre santé et à notre environnement. Il faut savoir toutes ces choses-là afin de soi-même prendre certaines dispositions. Oui, on va partir pour le reportage maintenant. On a un reportage, on va laisser donc Christelle Akoussa aux commandes de toutes choses. D'accord. On parle de sécheresse. Elle peut diminuer ou détruire les récoltes, affecter les animaux en diminuant leur fourrage ou en détruisant leur milieu naturel. La sécheresse peut également perturber les activités industrielles gourmandes en eau. L'industrie du papier, par exemple, a besoin de grandes quantités d'eau pour la production, tandis que les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour le refroidissement. Le manque d'eau chronique peut même assécher des lacs comme la mer d'Aral, qui a diminué de moitié en 40 ans. La sécheresse se définit par un déficit pluviométrique sur une période longue par rapport à une moyenne. Cette moyenne peut être plus haute dans des zones climatiques modérées, comme le nord de l'Europe ou l'Amérique, ou plus faible, comme autour de la Méditerranée ou en Afrique. La sécheresse peut affecter les sols de surface ou les réserves profondes. Dans le premier cas, on parle de sécheresse météorologique. Le manque de pluie affecte les cultures et dégrade les récoltes. Mais souvent, cette sécheresse est augmentée par un choix de plantes inadaptées, comme le maïs, nécessitant un arrosage intensif. Des techniques agricoles, comme les monocultures de très grande surface, peuvent également influencer négativement l'équilibre en favorisant l'évaporation rapide. Une deuxième variante de la sécheresse concerne les sols profonds et les réserves d'eau, comme les lacs, les glaciers ou les bancs de neige. Quand ces réserves sont faibles, l'équilibre naturel est également affecté. Ceci peut arriver même avec des précipitations normales ou fortes, quand le sol n'est plus assez perméable ou quand les eaux sont détournées suite à des interventions humaines. La sécheresse n'est donc pas un phénomène climatique objectif. C'est une notion relative entre la disponibilité et la demande en eau, augmentée par l'homme, son agriculture et son bétail. Elle est souvent aggravée par certains usages de luxe, comme les piscines, l'arrosage des gazons et le lavage des voitures. Merci beaucoup. Allez, on rappelle que demain, c'est la journée mondiale des orphelins de guerre. Donc, 5 jours après la journée mondiale de la paix, c'est-à-dire le 1er janvier, on parle des orphelins de guerre. Leur journée mondiale est d'origine onusienne et c'est d'ailleurs la Convention relative aux droits de l'enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États pour remédier à cet état de fait est toujours aussi nécessaire. Il y a actuellement de très nombreux réfugiés, malheureusement, pour cause de guerre dans le monde. Plus de la moitié sont des enfants et parmi eux, les orphelins sont très, très nombreux. Comme quoi, les différents conflits armés organisés n'ont pas des avantages. Malheureusement, ce sont les enfants, les malheureux qui en pâtissent le plus. Et sans oublier qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on célèbre les Édouards et leurs dérivés. Donc, on a Ed, Eddie, Teddy, Edwardine. Ça existait, ça. Edwardine, Edward en anglais, Edward. Mais quand même, qui donnerait Edwardine à son enfant. Peut-être on va proposer ce prénom à Eva, on ne sait jamais. Edward. Edwardine. Edwardine. Eva, ça vous dit voilà, Edwardine. Edouard. Nel. Ned. Ned, quand même, c'est beau. Hein. D'accord. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, moi qui me trompe depuis le début de l'année, qui suis encore en 2017, nous sommes le vendredi 5 janvier 2018. Et hier, à Accra, il y avait une très belle cérémonie à l'occasion de la remise du Ballon d'Or africain. Et vous le savez, comme il fallait s'y attendre, c'est l'Égyptien Mohamed Salah, le gaucher magique
de Liverpool, donc, qui a été consacré devant Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané. Et je dois rappeler que l'équipe de Liverpool, qui est très engagée donc, dans le championnat anglais avec des matchs très importants ces derniers temps, a affrété un avion. Ils ont eu un programme millimétré et ils sont repartis la nuit même du côté de Liverpool parce que ce week-end déjà, ils devront jouer. C'est ça la vie de footballeur. On n'a même pas le temps de savourer donc son ballon d'or. Peut-être qu'il va savourer ça dans l'avion. Mais il le mérite quand même parce qu'il est bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Salah? Il est bon. Bah oui, il est très bon. Il a vraiment tiré son épingle du jeu tout au long de l'année 2017 et il le mérite. C'est vraiment mérité. Il a qualifié notamment son équipe, son pays, l'Égypte, hein, parce que j'ai du peu, pour la Coupe du Monde après plus d'une vingtaine d'années où on n'avait pas vu les pharaons donc, au mondial. Et puis, il y a eu la finale perdue contre le Cameroun, mais Mohamed Salah a participé aussi vraiment d'une façon efficace donc, à la qualification en finale pendant la dernière Coupe d'Afrique. Mais Bassogog et ses amis du Cameroun ont eu raison à l'époque des pharaons. Bassogog, le jeune joueur de 21 ans. Oui, le jeune joueur de 21 ans ne le dira jamais assez. Très, très jeune et on le voit sur le terrain. Merci d'être avec nous ce matin, bonheur. C'est le premier week-end de l'année. C'est le coup d'envoi officiel du week-end et c'est nous qui avons le plaisir de le lancer parce que c'est la première émission en direct de RTI1 Matin Bonheur. Ne ratez pas, toujours du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30 minutes. Et on va aller à la météo. Voilà, on va voir la couleur du temps, savoir quelle est la couleur du temps. Voilà, c'est la météo. Ensuite, on aura le journal. Hamza Diaby est avec nous. Il est en train de s'apprêter, de peaufiner son journal afin de vous proposer toujours de la prestance, mais aussi et surtout de l'information. Vous êtes à Matin Bonheur. Je suis Nessie Ndri et elle, c'est Marcelin Govoy. Ciao, à tout à l'heure. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour Grand Bassam. Sous le parrainage de Monsieur Georges-Philippe Ezalé, maire de la commune de Grand Bassam, la RTI organise Bonjour Grand Bassam, ce samedi 6 janvier 2018 à 20h, au stade municipal de Grand Bassam, avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Grand Bassam. Ticket à retirer à la mairie de Grand Bassam. Infoline 21 30 14 41 07 34 85 80. Bonjour, un concept RTI. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée de votre vendredi sera marquée par un temps brumeux, sec et poussiéreux sur l'ensemble du pays qui réduira considérablement la visibilité. On entre à 24 degrés comme température à Abidjan, 23 à Diaké, 20 degrés à Bandoukou, 19 degrés à Boaké, Dalo affichera 21 degrés ainsi que la ville de Dimokro. À Gagnoa, on entre à 22 degrés, 20 degrés à Korogo, 16 degrés à Mans, 17 degrés à Odéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 à Tabou et 20 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les vents secs de l'Harmattan domineront et maintiendront un voile brumeux sur tout le pays. On aura une forte concentration de particules de poussière en suspension dans le ciel. Toutefois, le sud pourrait connaître une légère atténuation en fin de période. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 30 degrés à Abidjan, 31 à Diaké, 33 degrés à Bandoukou et Boaké, 32 degrés dans les villes de Daloa, Dimokro et Gagnoa. On notera à Korogo 31 degrés, 30 degrés à Mans, 31 à Odéné, 30 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et 31 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et agréable journée à vous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30, direction le palais de la présidence de la République où a eu lieu hier matin la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les plus hautes personnalités de l'État ont été les premières personnes à présenter leurs vœux. On y va avec Viviane Haïm. Pour cette toute première présentation de vœux du Nouvel An au président de la République sous la Troisième République, c'est le vice-président qui a ouvert le cortège. Tour à tour, les plus hautes personnalités de l'État se sont succédées. Le président de la République a échangé une longue poignée de main avec chacun. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Une tradition qui se répète chaque année, mais sans rien perdre de sa solennité. Et puis, c'était au tour du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire de présenter ses vœux, comme chaque année, ses vœux donc de Nouvel An au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On reste avec Viviane Haïm. Rompu à cette règle protocolaire d'échange de vœux du Nouvel An avec le chef de l'État ivoirien, les chefs des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires étaient au rendez-vous. Et par la voix de leur porte-parole, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, ils ont formulé des vœux pour le président de la République, pour son épouse, sa famille et son pays, la Côte d'Ivoire. J'ai l'insigne honneur de former nos vœux de bonne, heureuse et toujours meilleure année 2018 pour vous, pour la Première Dame, pour votre famille et pour toutes les personnalités ici présentes. Que le tout miséricordieux vous accompagne et vous garde en parfaite santé et dans l'esprit de paix pour accomplir avec sagesse et détermination vos projets. Poursuivant par quelques observations sur la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire, le doyen du corps diplomatique a salué la gestion politique du pays. La réconciliation nationale a engendré, a-t-il dit, la paix sociale qui garantit le développement humain. Et toute la communauté internationale vous soutient, a-t-il dit en substance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous voudrions vous encourager à continuer la mise en œuvre de votre vaste politique de réforme dans le domaine de la bonne gouvernance et de la sécurité, de l'éducation et de la paix sociale, fondée sur la réconciliation au fruit de dialogue politique qui garantissent au pays un développement humain intégral et réellement durable. Excellence, 2017 a fortement consolidé l'amitié de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires internationaux, marquée par plusieurs rencontres fructueuses tenues ici. En réponse aux vœux du corps diplomatique, le président de la République a adressé à son tour des vœux à l'endroit de toutes ses composantes. En retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les souverains et chefs d'État, ainsi que pour les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité. Parlant à son tour de la place de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, le président de la République a fait valoir que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui de plein pied dans l'arène internationale et est présente à de nombreuses rencontres dans le monde. Elle est aussi engagée aux côtés des autres États dans la recherche de solutions aux grandes questions qui préoccupent le monde. Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'attachement du gouvernement ivoirien à la paix, la sécurité, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement durable, ont conduit la Côte d'Ivoire à être présente à d'importantes réunions internationales. J'ai personnellement pris part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU,
où j'ai eu l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix et du dialogue, de la lutte contre le terrorisme et, bien évidemment, le changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. C'est fort de cet engagement que j'ai répondu à l'invitation du président français, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit qui s'est tenu à Paris le 12 décembre dernier. Je me félicite des décisions importantes qui ont été prises en vue du financement de la lutte contre le changement climatique. L'actualité de la fin de l'année 2017 a plongé le monde dans l'indignation avec l'exemple ignoble de la vente en Libye de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne. La communauté internationale devra donc s'efforcer de trouver des solutions pérennes à cette vive préoccupation qui prive nos pays des milliers de leurs enfants. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire y prend déjà toute sa part. La Côte d'Ivoire est désormais présente sur la scène en Afrique et dans le monde. Et c'est avec fierté que le président de la République a présenté au corps diplomatique le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou. Et hier, jeudi 4 janvier 2018, à côté de cette présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État, il y avait aussi la reprise des cours dans les lycées et collèges. Une reprise timide dans plusieurs lycées et collèges du district d'Abidjan. C'est en tout cas le constat de nos différents reporters qui ont sillonné quelques établissements scolaires de la capitale économique. Dans l'ensemble, enseignants et élèves étaient à leur poste, nous disent-ils. Dans ce collège de la commune du Plateau, la rentrée est certes effective, mais timide. Au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Agamé, par contre, les élèves sont en classe. Après 2 semaines de congé, ils ont regagné les salles de classe tout heureux. Je suis très contente de reprendre les cours parce que les 1 semaine qui sont passées avec la fête, on n'a pas pu bien réviser et c'est vraiment important de reprendre les cours. Le personnel administratif et les enseignants sont à leur poste. Les élèves sont présents et puis vous savez que les enfants restent toujours des enfants. Donc généralement, ça a été toujours comme ça avant d'aller en congé, ils anticipent. Mais quand il s'agit de la reprise, ils savent que c'est la reprise, donc ils sont présents. Ce matin, tout le monde est là, tous les professeurs sont là et tous les élèves sont là. Personne ne manque à l'appel. Et nous pensons que les cours ont repris correctement. À notre passage dans ces lycées et collèges, la majorité des élèves étaient dans la cour de l'école au lieu d'être en classe. Selon eux, leurs représentants avaient souhaité que la rentrée soit fixée au 8 janvier 2018. Direction Séguéla, où un vent sec accompagné de brouillard souffle en ce moment et c'est en général dans toute la région du Ourodougou, une situation qui crée de sérieux désagréments aux populations de Séguéla en raison de l'air devenu difficile à respirer et de la température qui oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements lourds. Le nuage de poussière a envahi l'atmosphère aux grandes dames de la santé publique. Ngana Konate. Vent sec, froid chargé de particules poussiéreuses soufflant sur la région du Ourodougou. L'harmattan s'est installé dans l'air de Séguéla. Ce vent crée de sérieux désagréments aux populations et la température oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements volumineux. Quand il fait froid, vraiment, je ne peux pas me lever vite pour aller au champ. Je suis fatigué, bon, vraiment, le froid me fatigue, franchement. On doit s'asseoir à côté du feu pour se réchauffer. Après, on s'en va au travail maintenant. Sinon, si tu sors matin, c'est pas bon. Je fais moto-taxi ici à Séguéla. Mais actuellement, on est en période de harmattan. Vraiment, la période nous fatigue parce que les clients ne se réveillent pas tôt. Puis bon, ça fait qu'on n'arrive pas à faire rentrer la recette tôt, quoi. Il n'est pas rare de croiser des populations tentant de se protéger avec des cache-nez, des blousons ou encore des foulards de circonstances. Ce phénomène ponctuel et passager est favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections respiratoires et d'autres maladies.
ce temps-là, ça agit vraiment sur notre santé. Ça nous donne rhume et puis... À cause du froid, là, on tombe trop malade même. Ça ne va pas. Les enfants tombent malades. Actuellement, les enfants à la maison, tout le monde est enrhumé. Ouais. Chez moi, en tout cas, tout le monde est enrhumé actuellement. Pour permettre aux populations de se mettre à l'abri, l'Institut national d'hygiène publique de Séguéla a donc lancé une opération de vaccination dénommée Opération Harmattan. Nous avons risque, il y a trop de poussière. Pour éviter l'harmattan acute préventif, nous sommes là pour les vacciner sur 1 mois. Pour ceux qui ne sont pas encore fait vacciner, on va faire vacciner contre la méningite. Parce que c'est très important. Très important parce qu'il y a trop de poussière. Chaque année, cette période fait craindre les maladies respiratoires. L'Institut national d'hygiène publique de Séguéla recommande aux populations de prendre des précautions, notamment de se prémunir d'un cache-nez pour protéger les voies respiratoires. Un mot de défense dans ce journal, c'est en bref et en images. Le commandant Jean-Noël Abbaye a comparu hier matin devant le tribunal d'Abidjan-Plateau. Jean-Noël Abbaye et 11 autres co-accusés sont poursuivis pour fait de complot contre l'autorité de l'État. Jean-Noël Abbaye est soupçonné d'avoir été l'un des cerveaux des attaques contre la caserne de gendarmerie d'Agban et d'autres camps du pays. Le procès ouvert hier matin a été donc renvoyé au lundi 8 janvier prochain. Et puis pour terminer l'actualité internationale en bref et en images, Mohamed Salah a été désigné joueur africain de l'année 2017 lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football hier 4 janvier 2018 à Accra. Au classement, l'Égyptien a devancé son partenaire à Liverpool, le milieu offensif sénégalais Sadio Mané, ainsi que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Mohamed Salah est devenu à 25 ans le tout premier Égyptien élu joueur de l'année par la CAF. Jamais un footballeur d'Égypte n'avait remporté cette prestigieuse distinction décernée depuis 1992. Et puis pour terminer, le président turc est à Paris ce vendredi 5 janvier. C'est sa première visite officielle en France depuis la tentative de putsch de l'été 2016. Après une année 2017 très tendue avec les pays de l'UE, Recep Tayyip Erdogan semble avoir adopté un ton plus conciliant ces dernières semaines vis-à-vis de l'Europe, sauf que sur le fond, les incompréhensions sont toujours aussi nombreuses. Merci de nous avoir suivis. Merci Hamza. Merci Nessie. On vous retrouve à 13h. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ouais. Super. Donc à lundi. Les prières emportées. Allez, on poursuit. Hamda Diaby part et une autre journaliste s'installe. Elle s'appelle Fatim Djedje et c'est la dernière de ce vendredi. Et cette fois, c'est la revue de presse dite classique. Ce matin, la presse revient très largement sur la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État. À tout seigneur, tout honneur, selon Fraternité Matin, du corps diplomatique aux organisations professionnelles, en passant par le corps préfectoral, les membres des institutions de la République, les forces de défense et de sécurité, les rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les organisations de la société civile, eh bien l'ambiance a été la même, solennelle et fraternelle, un moment intense de bilan et de serments renouvelés. Tous ont déclaré que si l'année 2017 a commencé avec le bruit des bottes, elle a fini par un feu d'artifice grave au chef de l'État. Mais selon notre voix, quelques griefs aussi ont été exprimés, notamment ceux concernant la gouvernance, la corruption, le fonctionnement de la justice et le travail des enfants. Dans son message qui a capté l'attention de tous, le nonce apostolique a invité Alassane Ouattara à œuvrer à la cohésion sociale à travers le dialogue avec les différentes composantes de la nation, en mettant aussi un point d'honneur au respect des engagements pris et des accords obtenus. Le corps diplomatique accrédité de Côte d'Ivoire a aussi appelé à un dialogue politique plus étendu devant déboucher sur l'implication de l'opposition aux futures élections. Et justement, l'opposant historique au parti au pouvoir a brillé par son absence. Selon l'Inter, la présence du Front populaire ivoirien à la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, Alassane Ouattara, aurait été une surprise. Et pour cause, ce parti, malgré sa division, n'a jamais participé à une cérémonie de présentation de vœux au palais présidentiel. Et hier, ni la tendance Aboudraman Sangaré, ni celle de Pascal Afine-Guesson ont répondu à l'invitation du palais présidentiel. Qu'à cela tienne, d'autres partis d'opposition, eux, étaient bien présents.
Jeune Afrique revient sur la tentative de coup d'État donc en Guinée équatoriale. Les circonstances de la tentative du coup d'État contre Teodoro Obiang Nguema dans la nuit du 27 au 28 décembre dernier se précisent. Après le président lui-même, eh bien, c'est son ministre de la Sécurité qui affirme que ses services ont fait avorter le projet d'un groupe qui voulait attaquer le chef de l'État. Le communiqué ministériel lu sur les ondes de la radio d'État précise que les autorités équato-guinéennes ont alors activé immédiatement une opération de démantèlement en collaboration avec les services de sécurité du Cameroun. Le groupe de 31 mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains arrêtés le 27 décembre alors qu'ils traversaient la frontière qui aurait été mené par un général équato-tchadien proche de Gabriel Nsé Obiang Obono, président du parti d'opposition Citoyens pour l'innovation qui ne compte qu'un seul député à l'Assemblée nationale selon une source de Jeune Afrique. Et puis pour refermer donc cette revue de presse dite classique, le Parisien revient sur une affaire insolite concernant un médecin. Le 29 septembre dernier, la chambre disciplinaire régionale a sanctionné un médecin pour avoir pris bien du bon temps avec ses maîtresses dans un lieu censé être exclusivement dédié aux soins médicaux. C'est son ex-épouse qui, peu après le divorce, fait un signalement auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins après avoir mis la main sur plusieurs courriels compromettants alors qu'ils étaient encore mariés. Il a été condamné donc à une interdiction d'exercer pendant une durée de 6 mois, dont 3 avec sursis, et a versé 1 500 € au Conseil de l'Ordre. Son cabinet ne rouvrira que le 13 février, comme par hasard, la veille de la Saint-Valentin. J'espère qu'il a retenu la leçon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bon beaucoup, Fatim. Très bon week-end à vous. Merci. Et là, vous allez à la radio. À la radio, super. Et quelle route emprunter pour arriver à destination au plus vite? C'est le point route. Et là, nous sommes sur le boulevard Latry. C'est plus clair maintenant. C'est plus clair maintenant. On se rend compte qu'ils sont sortis beaucoup plus nombreux. Ça circule. Voilà, ça circule tranquillement. Donc, Fatim, avant de bouger, la suite, c'est à le boulevard Lagunaire. Le boulevard Lagunaire. Wow, voilà. Le brouillard. Et là, nous sommes en 2018. 2018. Les particules sont suspendues. Là, il y a du brouillard. Il faut faire attention. Surtout, faut se protéger. Beaucoup de précautions par rapport aux éléments de visibilité des véhicules, tout ça. Vitre avant, vitre arrière. Vraiment, il faut être très, très prudent. On ne le dira jamais assez. Votre sécurité routière nous interpelle et nous intéresse toujours. Trècheville. Trècheville, c'est un peu plus timide que par rapport au boulevard Lagunaire. Les Trèchevillois se réveillent tout doucement, et c'est sûr que... encore, non, mais quartier Biafra encore, quartier Apollo, tout ça, bon. Ça se réveille tout doucement. Tout doucement, tout simplement. Et on termine le point route avec Marcory, l'échangeur de Marcory. En souris. Voilà, ça va, ça circule. Donc vous avez le temps. Maintenant, dépêchez-vous avant que la circulation soit beaucoup plus encombrée. On poursuit, Marco. Oui, on y va maintenant pendant qu'il est 6h49 partout dans Côte d'Ivoire. Merci d'être en compagnie de tous les collaborateurs, toute l'équipe vaillante de ces matinales. L'écriture technique est assurée bien sûr par Christelle Akoussa avec Vicky, toute la bande en haut, Diabaté, Ouattara Adama, Anassé, Maximilien, qui nous doit un anniversaire, qu'il a fêté tout seul. Enfin bref, toute la bande joyeuse est là du matin. Et je vais vous envoyer maintenant dans un passage obligé les jeudis, astuces et conseils. Attention, comment rendre votre lavabo nickel. Regarde. Le savon, la pâte dentifrice ou le maquillage sont des éléments qui laissent au quotidien des traces sur votre lavabo. Ces traces peuvent au fil du temps faire perdre l'éclat de votre lavabo. Alors, comment le faire briller? Mélangez 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Attention, le produit peut mousser, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et 3 cuillères à soupe d'eau.
Étalez la pâte et laissez agir environ 10 minutes, puis frottez tout doucement avec une brosse à dents et rincez à l'eau claire. Constatez l'amélioration de l'éclat de votre évier. Simple et astucieux. Simple et astucieux, ces astuces qui nous permettent d'utiliser des ingrédients naturels pour pouvoir comment dire, pour pouvoir restaurer rénover notre environnement. Et là, on a le lavabo, on utilise tout simplement un ingrédient naturel pour rendre impeccable notre lavabo. C'est pas cher, c'est accessible à tous, tout le monde peut l'avoir, donc c'est bon. Et c'est le vendredi maintenant. L'année passée, c'était les jeudis. L'année passée, d'accord, on comprend. C'est ça, non, Anna? On comprend. C'est pour ça que, voilà, sinon, en tout cas, normalement, c'est les vendredis. Et là, on part tout de suite découvrir ce que la réalisation nous propose. Cette forêt résulte de la combinaison du vent, de la végétation et du relief. Le vent attise les flammes, oriente le sens de propagation et transporte des tisons ou des particules incandescentes qui vont permettre au feu de sauter des routes ou des pare-feux. La végétation, c'est le combustible du feu. Plus la forêt est sèche, plus le feu se propage vite. Il peut atteindre près de 5 km/h. La vitesse augmente d'autant que la forêt est broussailleuse et que le sous-bois n'est pas nettoyé. Les tapis de feuilles séchées sur le sol sont un excellent combustible. Dans les reliefs, les montées favorisent l'accélération du feu alors que la descente est une zone de ralentissement. Dans les zones à fort risque, un guet aérien est mis en place jour et nuit si nécessaire. Dès qu'un feu est détecté, les trackers larguent leur charge d'eau mélangée à un retardant, un sel inifugent qui retarde la combustion des végétaux. Si le feu se développe, la noria des Canadair, avions aux capacités plus importantes, commence. Les avions bombardiers larguent leurs 6000 litres d'eau sur le feu. Au sol, les pompiers entrent alors en action en coordination avec le poste de commandement afin de ne pas se faire blesser par les tonnes d'eau déversées. 2 tactiques sont possibles. Les pompiers attaquent le feu au plus près, de tous les côtés. C'est la tactique offensive. La tactique défensive, elle, consiste à attendre l'arrivée du feu et à protéger les points sensibles en établissant une ligne de véhicules d'intervention qui arrosent les flammes. Dans certains cas, dans des zones inhabitées, les forestiers peuvent allumer des feux tactiques sous le contrôle des pompiers. Cela crée des zones non boisées, des pare-feux, qui privent l'incendie de son combustible. Cette technique est utilisée au Canada et aux États-Unis. Waouh, ça c'est grave hein, cette affaire de sécheresse parce que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on doit suivre les conseils de Patrice Lombardo qui nous conseillait... Cédric Lombardo qui nous conseillait de faire du reboisement. Donc, chacun devrait, selon lui, et c'est une information avérée, planter un arbre devant chez lui ou dans un espace désert. Alors, Marco, on poursuit avec un autre reportage. Matin Bonheur, c'est le rendez-vous, bien sûr, de tout ce qui vous permet d'être bien, d'être informé, que ce soit de la route, environnement, de savoir un peu ce qui rythme, ce qui accompagne l'évolution de la société. Ce sera le cas tout à l'heure avec nos spécialistes, un sociologue et un responsable du ministère avec qui nous allons parler d'insalubrité. Et puis c'est aussi maintenant avec des reportages. Après une crise post-électorale particulièrement violente, la Côte d'Ivoire a renoué avec un climat apaisé depuis fin 2011. Sur le chemin de la reconstruction de cet État considéré comme l'un des plus prospères d'Afrique, le régime du président Alassane Ouattara a fait de l'inévitable cohésion sociale son cheval de bataille. Un terme que les Ivoiriens ont dû intégrer dans leur vocabulaire. Quand on parle de cohésion sociale, nous parlons d'abord de paix. Nous parlons d'abord d'harmonie entre les citoyens d'un État ou d'une nation. La cohésion sociale, à mon sens, c'est d'abord la conscience d'appartenir à une même communauté et comprendre que nous sommes dépendants les uns des autres. Si on n'a pas compris cette réalité fondamentale, tout ce que nous pourrons faire dans le sens de la cohésion sociale peut ne pas atteindre les objectifs que nous recherchons. La conception de la cohésion sociale fait quasiment l'unanimité. Mais sur le terrain de la réconciliation, les positions, elles, sont encore tranchées. C'est moral, c'est pas physique, c'est moral.
Chacun vit avec ça dans la tête. Chacun vit avec ça dans la tête. C'est pas comme dans les années passées, c'est pas comme dans les années antérieures. La crise post-électorale a fracturé le moral des gens. Jetons un regard derrière nous. Il y a quelques années, nous étions dans une situation où on se regardait en chien de faïence. Mais aujourd'hui, la méfiance, le mur de la méfiance est rompu. Ce mur s'est brisé. Les Ivoiriens se fréquentent, les Ivoiriens se parlent, les Ivoiriens travaillent ensemble. Ceux qui sont en exil, leur pays c'est la Côte d'Ivoire. Donnons-leur les garanties nécessaires pour qu'ils rentrent dans leur pays, sans toutefois demain qu'ils soient poursuivis par un quelconque procès. Qu'ils rentrent délibérément, l'État a déjà fait venir certains exilés. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils traînent, ils font leur activité. Il y a d'autres qui ont été insérés dans certains tissus sociaux. Pourquoi ne pas appeler les autres? Ressouder le tissu social après plusieurs crises. Un travail de longue haleine. Pour y arriver, le gouvernement ivoirien a sa méthode. Discussion constante avec l'opposition politique. Création d'un ministère dédié à la cohésion sociale. Et puis, la responsabilisation des jeunes, acteurs majeurs des crises survenues dans le pays. Notre démarche, c'est de réapprendre aux jeunes les meilleurs comportements pour faire d'eux ce que nous appelons dans notre département ministériel des jeunes Ivoiriens nouveaux, des jeunes IN. C'est de faire pour nous un jeune qui est conscient de ses droits et devoirs vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, vis-à-vis de sa communauté, mais aussi être un jeune qui est engagé, qui est travailleur et qui est discipliné. La jeunesse au centre de la cohésion sociale, retour organisé des exilés politiques, libération de prisonniers de la crise post-électorale, autant d'efforts déployés qui ne sont toujours pas suffisants aux yeux d'une partie de la population. Comme quoi, le chemin de la reconstruction est le chemin des grands défis. Retour sur le plateau de ces matinales. Dans 3 minutes seulement, on va discuter avec nos invités. Ils sont déjà sur place, prêts à en découdre, mais de façon, pas une façon positive. Hein. Et donc, à ma droite, à votre gauche, le docteur Lille Nicaise, il est bien sociologue, c'est le sociologue maison de la matinale. On aime bien ces interventions et vraiment, on ne peut pas résister chaque fois à la tentation de l'inviter pour vraiment parler de choses et d'autres qui rythment la société. Et puis, à ma gauche, donc à votre droite, M. Omer Camelan, il est conseiller technique au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Le thème que nous allons aborder ensemble pour ce premier vendredi de l'année, c'est l'insalubrité en Côte d'Ivoire, incivisme ou fête culturelle. Ce sera dans quelques secondes seulement, mais le temps de vous échauffer un peu. Allez, on va prendre vos vœux déjà pour commencer. Bien. Ben, merci pour cette opportunité qui nous est donnée de présenter nos vœux à la nation et aux populations ivoiriennes. Qu'est-ce qu'un sociologue peut souhaiter à la Côte d'Ivoire? J'aimerais bien écouter. Ben, un sociologue ne peut que souhaiter la paix, l'harmonie sociale, la cohésion sociale et un meilleur vivre ensemble à son pays. Et vous pensez qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce sens-là? Ben, même s'il n'y a pas d'espoir, comme c'est un vœu, on est obligé de le prononcer et exhorter l'ensemble de la population à adhérer à cela. Et vous, monsieur Omer Camelan, du ministère de la Salubrité, merci. Quels sont vos vœux? Merci. Je voudrais d'abord saluer toute la population et souhaiter que cette année 2018 soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, et que Dieu fasse que nous tous, Ivoiriens, nous puissions voir son visage, c'est-à-dire que nous puissions partager l'amour, nous puissions être solidaires et nous puissions donner à ceux qui n'en ont pas ce que nous avons. Donc que la Côte d'Ivoire connaisse la paix en cette année 2018, la prospérité et surtout que les Ivoiriens se mettent au travail dans la propreté, dans la salubrité. Merci beaucoup. On vous retrouvera dans quelques instants pour discuter du thème du jour, insalubrité en Côte d'Ivoire, incivisme ou fête de société. Mais avant, la pub. Aimé de toutes et de tous.
sollicités de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour Grand Bassam. Sous le parrainage de M. Georges-Philippe Ezalé, maire de la commune de Grand Bassam, la RTI organise Bonjour Grand Bassam, ce samedi 6 janvier 2018 à 20 h au stade municipal de Grand Bassam avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Grand Bassam. Tickets à retirer à la mairie de Grand Bassam. Infoline 21 30 14 41 07 34 85 80. Bonjour, un concept RTI. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. En 2018, tout devient possible. Profitez. Merci de nous faire confiance et de toujours vous arrimer donc à l'aura de la matinale pour communiquer. Si vous hésitez encore, vous pouvez contacter donc RTI Publicité afin vraiment de vous accrocher à tout ce qui est production de RTI, de la RTI, du groupe RTI. Merci aussi à nos invités, les premiers invités du vendredi, du débat du vendredi pour cette année 2018. Nous allons aller maintenant pour le jingle et le reportage. Je rappelle que vous pouvez à tout moment intervenir sur le hashtag Matin Bonheur à travers nos différents démembrements, Instagram, Twitter et Facebook. L'insalubrité en Côte d'Ivoire, incivisme ou fête culturelle. Est-ce qu'on est naturellement comme ça dans notre pays ou bien c'est parce qu'il y a des lois et on veut les contourner? Bref, de quoi tout cela retourne, c'est avec nos invités. C'est dans quelques instants, juste après ça. Insalubrité en Côte d'Ivoire, incivisme ou fait culturel. Sacs plastiques, pneus, caniveaux bouchés, tas d'immondices, c'est le spectacle qu'offre au quotidien la ville d'Abidjan. La gestion des ordures ménagères. Un problème qui se pose avec acuité dans de nombreuses villes du monde entier, principalement en Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Abidjan, la capitale économique, croule sous les déchets. Des tas d'ordures ménagères s'amoncellent heure par heure dans les rues et les ruelles des communes. Bon, au niveau des déchets que les gens déposent un peu partout, je pense que c'est dû aussi, je pense que c'est la mairie en fait, qui ne joue pas vraiment son rôle. Si la mairie jouait franchement son rôle, par exemple, au niveau des caniveaux, les caniveaux ne sont pas écurés normalement. Et lorsque les gens ne savent pas où mettre les ordures, ils trouvent un endroit qui est propice, ils déposent les ordures une fois, deux fois, et puis ça devient un lieu de dépôt d'ordures, un dépotoir. Or, ce lieu n'est pas aménagé pour pouvoir recevoir ces dépôts. Ça peut porter atteinte à la santé des populations, des riverains qui sont aux alentours, les moustiques, le choléra et autres, puisque lorsqu'il pleut, les eaux restent. Et les eaux drainent tous ces déchets-là. Et puisque l'eau stagne pendant un certain moment avant qu'il y ait évaporation, donc ça peut créer le choléra, la diarrhée, la moustique, le paludisme et autres. À mon avis, la gestion des ordures ménagères, en tout cas à Abidjan, c'est pas vraiment satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Et là, je veux déjà indexer le gouvernement parce que je me dis les structures mises en place pour la gestion des ordures ménagères ne jouent pas pleinement leur rôle.
Voilà, sur le terrain, on ne sent pas véritablement l'impact de leurs actions. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'au niveau de la précollecte, on ne les voit pas durant peut-être, on va dire, 5 jours pratiquement. Et quand c'est comme ça, ça laisse encore d'autres tas d'ordures devant l'immeuble. Le problème doit être au niveau un peu plus haut, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, on s'acquitte des sommes, mais je crois qu'il doit y avoir un problème avec la municipalité, quelque chose comme ça, quelque chose de paiement d'arriérés au niveau des organismes de précollecte. Les précollecteurs sont là pour le ramassage des déchets et il y a le grand ménage opérationnel mensuel initié par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Malgré ces efforts, l'insalubrité ne cesse d'être chronique en Côte d'Ivoire, surtout dans la capitale économique. Quand je balaye chaque matin, je mets dans un sachet et puis quand mon mari va au travail, il va avec. Ils sont jetés dans une corbeille et puis les gens viennent ramasser pour partir avec. Bon, moi ce que je peux dire, on a qu'à rendre ça un peu propre parce que c'est pas joli à voir. C'est même pas joli à voir. L'odeur et puis pour la ville, même plus l'endroit où c'est déposé, c'est pas bon. Surtout les moustiques même, ça fatigue. Vous voyez, c'est l'endroit où les moustiques même s'installent. C'est pas joli à voir. Je gère comme ça, tout ce qui est déchets, je mets dans un sachet et je descends juste à l'entrée du bâtiment, je dépose et il y a une société qui s'occupe vraiment de ça, qui vient prendre et qui vont mettre ailleurs. C'est comme ça nous traitons tous les jours. Ils passent au moins en semaine, 2 fois dans la semaine. C'est comme ça nous traitons tous les jours. Pas évident que le grand ménage rende Abidjan propre, mais c'est juste donner l'exemple et sensibiliser les gens sur la gestion des ordures, car si chacun fait un peu de ce que fait le grand ménage, de grandes villes de Côte d'Ivoire retrouveront une belle image. Outre l'incivisme, les Ivoiriens pensent que le gouvernement porte une part de responsabilité dans l'insalubrité des communes. Pour eux, la mise en place d'une décharge moderne est devenue une urgence. Et une autre suggestion, pourquoi pas l'implication personnelle du président de la République dans une campagne d'assainissement des villes. Un geste qui à coup sûr mobilisera de nombreux citoyens, histoire de dire si le président l'a fait, pourquoi pas moi? Mais voilà, à travers ce reportage, on le voit, le constat il est clair. Abidjan, la Côte d'Ivoire est sale, malgré les efforts du gouvernement, malgré les opérations qui nous sont données de voir, c'est sale. Alors, selon vous, Monsieur Omer Kamelan, conseiller technique au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, quel est l'état des lieux concernant l'état de salubrité en Côte d'Ivoire? Merci. Il faut reconnaître que la situation de l'insalubrité est généralisée. Ce n'est pas seulement Abidjan. Et toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire partagent aujourd'hui un tableau qui dépeint une insalubrité généralisée, caractérisée bien entendu par ce qui vient de se passer tout à l'heure dans l'élément, des déchets qui sont produits et jetés ça et là, des automobilistes qui baissent leurs vitres et qui éliminent leurs déchets directement sur la voie publique, l'urination, la défécation à l'air libre qui s'intensifie de plus en plus, l'installation sur le domaine public qui est beaucoup plus anarchique maintenant et inappropriée. Donc cette insalubrité est vraiment généralisée et elle est devenue de plus en plus insupportable. Aujourd'hui, pour le district d'Abidjan, les études qui ont été menées montrent que nous produisons 0,77 kg par habitant et par jour. Les infrastructures qui ont été prévues aujourd'hui sont débordées puisque la population d'Abidjan a quadruplé. Nous sommes à environ 5 millions d'habitants. Donc imaginez un peu, quand on fait un petit calcul, on se retrouve à environ 3600 tonnes de déchets qu'on produit chaque jour à Abidjan. Et cela doit être géré convenablement. Le gouvernement fait d'énormes efforts. Uniquement pour le district d'Abidjan, c'est environ 18 milliards qui sont investis dans la collecte des déchets, dans la gestion des déchets. Et malgré cela, on constate toujours que la ville est sale, que les déchets sont
jeter ça et là. Malgré la sensibilisation, les populations sortent leurs déchets quand elles veulent. Même quand on leur dit qu'il faut sortir les déchets à 17 h, il y en a qui sortent les déchets à 9 h, à 10 h, à 20 h, à 7 h. Et vous êtes d'accord avec moi que le véhicule de collecte ne peut pas passer plusieurs fois dans la même rue. Donc si aujourd'hui, on vous demande de sortir les déchets à 17 h, que le véhicule passe à 17 h et récupère vos déchets, si automatiquement après quelqu'un d'autre sort ces déchets, les déchets se retrouvent dehors. Mais pour faire face à tout ça, le gouvernement va intensifier la sensibilisation. Mais pour le district d'Abidjan, il y a 2 opérateurs qui ont été sélectionnés par appel d'offres international qui vont commencer. Et ces efforts, tenez-vous bien, dans le cadre de l'investissement, vont passer de 18 milliards à presque 45 milliards pour Abidjan, rien que pour Abidjan. Et quand souvent on dit qu'on paye sur les factures d'électricité, aujourd'hui en moyenne, c'est environ 3 milliards 800 millions qui sont collectés par la CIE et reversés pour faire face à la situation de gestion des déchets. Vous voyez, entre 3,8 milliards et 45 milliards, rien que pour Abidjan, ça ne peut pas faire l'affaire. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout au niveau de la population, au niveau de nos incivilités. Il faut respecter les règles prescrites, il faut sortir les déchets quand il faut. Et si chacun fait un petit effort à son niveau, éviter de jeter les déchets là où il ne faut pas, je pense que de proche en proche, on pourra rendre beaux nos boulevards, nos avenues, et puis nos quartiers, nos villes et notre pays. D'accord, M. Camelan. Docteur, oui. Le chapelet de griefs, donc la litanie est longue. Hein? On a l'urination, défécation dans le domaine public, on jette n'importe quoi à travers la voiture. Est-ce que l'Ivoirien a toujours été comme ça? Est-ce que ça a toujours été ces attitudes-là qu'on a, contrairement par rapport à la salubrité ou l'insalubrité? Bien, bon, c'est un peu d'un tenant, c'est difficile de donner une réponse comme ça, parce que si nous nous rappelons, pendant la colonisation, nous avons beaucoup lu, on nous a beaucoup fait comprendre, du moins les Occidentaux qui sont arrivés, parlaient de sale nègre. C'est vrai que c'est choquant, mais qui dit salubrité, dit hygiène, dit propreté, dit peut-être absence de promiscuité, dit par exemple ne pas uriner partout, ne pas cracher partout, parce que eux-mêmes, vous l'avez dit dans l'élément, ça impacte directement la santé. De telle sorte qu'on ne peut pas le dire comme ça, mais si on retourne à l'Afrique traditionnelle, dans nos villages, la responsabilité du cadre de vie immédiat, tel que la case, les alentours nettoyés, éviter de déféquer autour, etc., c'est quelque chose que l'Africain connaissait et qu'il pratiquait. Donc, traditionnellement, vous allez dans nos villages, si les gens ne sont pas devenus paresseux, ils sont naturellement propres. Oui, nos villages sont propres. Hein, exactement. Très, très propres. Donc, c'est une question de responsabilité. Ce n'est pas le blanc qui va venir nous montrer l'hygiène et la propreté. Nous la connaissions déjà. Maintenant, ce à quoi peut-être on assiste, c'est l'agglomération, la citadinité, le fait de vivre en ville, d'être l'urbanisation galopante, anarchique, etc., etc. Mais cela, si vous êtes vraiment bien éduqué, entre guillemets, c'est ce qu'on appelait civilisé. Si vous êtes civilisé, vous ne posez pas des actes qui impactent automatiquement la santé du groupe. Parce que jeter ses ordures sur la voie publique, ne pas se débarrasser correctement de ses eaux usées, etc., etc., ça, c'est une interpellation individuelle, personnelle, qui cherche dans notre éducation de base. Savoir qu'il y a un endroit pour déféquer, un endroit pour uriner, un endroit pour déposer ses ordures, cela dépend comment nous avons été éduqués. Parce que notre santé nous incombe d'abord. Et ensuite, la santé de tous dépend de la santé de chacun. Donc, vous voyez qu'il y a toute une démarche. Mais peut-être que l'élément parallèle, c'est celui dont le responsable du ministère a parlé, c'est est-ce que je produis mes ordures, mais on me laisse la responsabilité d'abord personnelle, mais financière de les traiter, ou bien c'est l'État qui a la responsabilité du traitement et de la gestion des ordures. Parce que cela me semble un peu flou dans la tête des citoyens. Parce que dès que vous leur prenez de l'argent, soit que ce soit en impôt dans ce que nous payons, la TVA, ou que ce soit sur une facture traçable, 2000 francs, ou que ce soit à travers les mairies, les impôts parallèles, à un moment donné, on se pose la question.
est-ce qu'il faut payer 6 fois? Alors que moi-même, je me rends compte que la collecte primaire, celui qui vient prendre des vents chez moi, je le paye encore. Donc, à un moment donné, ça paraît très flou. On ne sait plus qui est responsable de quoi. Et on peut incriminer l'incivisme de la population, mais tant que ce n'est pas clair, comme il commence à avancer des chiffres, pas lisible. Voilà, il y a un problème de lisibilité. Est-ce que mon hygiène, ma propreté dépend à 100% de moi jusqu'à ce que ce soit totalement évacué et que je ne sois plus dans la saleté? Ou bien est-ce que je fais une partie de la chaîne, je paye maintenant pour la sous-traitance, pour que tout le reste soit fait, mais néanmoins, moi-même quand je regarde le théâtre qu'il m'a donné de regarder, j'ai l'impression que mon argent a disparu, mais il n'y a pas eu de valeur ajoutée sur ma propreté et mon hygiène. Et effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la question est pour vous. Oui, je voulais revenir un peu pour dire que les questions de propreté, comme il a dit tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même depuis l'Antiquité, il y avait des questions d'insalubrité. Et quand on a fait le lien direct entre l'insalubrité et la maladie, tout le monde a commencé à avoir peur et a commencé à prendre soin de son cadre de vie. C'est vraiment une question d'éducation. Et quelqu'un le disait, l'éducation d'un peuple se juge avant tout dans la rue. Donc, si les populations ne sont pas éduquées, il est difficile que les populations se rendent compte, faire d'abord le lien entre l'insalubrité et la maladie, parce que notre demande de propreté vient d'où? Il y a d'abord cette vision traditionnelle entre l'insalubrité et la maladie. Tout le monde veut être propre pour ne pas tomber malade. Ensuite, il y a cette vision hédoniste, où on dit, on recherche tout ce qui est beau, tout ce qui est propre, et on veut fuir tout ce qui est sale, tout ce qui fait mal, tout ce qui donne la maladie. Ensuite, il y a la vision esthétique. Il y a l'image que tout le monde veut donner. Qui veut sortir de chez lui sale? Qui veut avoir un pays sale? Donc, on fait des efforts pour rendre notre cadre de vie esthétique. Et enfin, il y a la vision écologique. Parce qu'il y a un bien commun qu'on a qui est l'environnement, qu'il faut le protéger, et tout le monde doit y mettre du sien. Et d'ailleurs, le gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? En février 2017, il y a eu le grand ménage qui a été lancé pour amener les populations à s'approprier les questions de salubrité, de propriété. C'est pourquoi je reviens, en même temps je reviens à ce qu'il a dit. Est-ce que cette affaire de propriété ou d'hygiène est une affaire individuelle? C'est d'abord une question de responsabilité. Chacun doit être responsable de la propriété de son cadre de vie. Mais la gestion des déchets, spécifiquement, c'est un service public. Un service public qui commence d'abord par nous-mêmes. C'est-à-dire que ça commence d'abord chez nous, à la maison, devant chez nous, avant que le service public qui a été mis en place par le gouvernement vienne ramasser les déchets pour aller là où il doit être éliminé. Mais si, à notre niveau, on n'arrive pas d'abord à bien conditionner les déchets, à prendre soin de notre déventure, la déventure de notre maison, rien que ça, éviter de jeter les eaux usées devant chez nous, éviter d'éliminer les déchets en vrac, ne pas les conditionner et les jeter en vrac. Ça, c'est le minimum qu'on nous demande. Mais le ramassage, ça, c'est un service public qui doit être mis en œuvre et qui est mis en œuvre par le gouvernement. Et je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement est en train de moderniser le système de collecte des déchets. Monsieur Camelan, quand on vous écoute, le gouvernement fait tout, sont les populations à vous écouter. Hein. Mais moi, je pense que, est-ce que quelque part, il ne faut pas changer la manière de gérer la salubrité, c'est ça, hein, comme ça, oui. La salubrité en Côte d'Ivoire? Parce que, bon, franchement, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes. On entend des chiffres, 18 milliards, 45 milliards bientôt, mais sur le terrain, c'est difficilement qu'on sent cela. Et vous aurez du mal à passer pour la victime, M. Camelan, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une manière. Je ne pense pas. Il y a une manière. Non, parce que quand vous dites que le gouvernement fait ça, fait ci, c'est j'arrive. Mais non, je finis. Il faut que, de façon concrète, on puisse voir. Par exemple, je prends un exemple concret. Vous dites que le camion passe une seule fois par jour. Vous trouvez ça normal? Oui, c'est à vous de faire en sorte que le camion passe plusieurs fois. Parce que le célibataire qui vit chez lui, qui va au travail le matin, qui n'a pas le temps de jeter sa corbeille, il ne peut pas demander la permission à son patron pour venir spécialement à 17h. Il faut à vous de créer une nouvelle manière de repenser ça. Ça, c'est d'un. Et de deux, nous sommes forts dans notre pays pour les campagnes. Il y a toujours des campagnes, mais qui n'aboutissent pratiquement jamais, la plupart du temps. Je prends le cas de Nangui à Bourgois. Voici un endroit qu'on n'arrive pas à canaliser au niveau salubrité depuis des années et des années. C'est toujours un éternel recommencement. Alors moi, je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas repenser notre manière de gérer tout ça? Ben, effectivement, vous avez raison, parce que déjà, nous, à l'école primaire, à l'époque, en son temps,
nous étions responsables de la propreté de nos classes, de la cour et de tout. Donc l'éducation à la propreté commençait déjà en bas âge, que ce soit en famille ou que ce soit à l'école. De telle sorte que... la sensibilisation était concrète. Exactement. Quand on disait ne faites pas ça, on lavait les mains, on faisait ceci. On ne se laissait pas après affaibli par des marches ou bien des protestations pour dire non, on veut vendre là, on ne peut pas partir. On était ferme. Exactement. Parce que la famille, l'école, la rue et la société parlaient le même langage. Absolument. On ne pouvait pas accepter que la classe soit sale, on ne pouvait pas accepter que la cour soit sale, on ne pouvait pas accepter que le marché soit sale, on ne pouvait pas accepter non plus que la maison et les alentours soient sales. Et on ne pouvait pas attendre, par exemple, qu'il y ait un grand sommet dans notre pays où mettre des peintures sur des immeubles. Alors là, les façades, ça se faisait naturellement. Une voilà. ou deux fois, on faisait les ravalements de façades, les peintures, parce que comme il a dit, c'est notre image. Si vous voulez être propre, si vous voulez vous présenter comme quelqu'un de propre, ben ça se constate. On n'est pas obligé d'acheter des vestes à 150 000 et vivre dans la crasse, comme on le voit dans certaines familles. De telle sorte que c'est tout enfant, c'est tout petit qu'on est propre. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la propreté. Ils sont très riches, mais très sales. Voyez-vous? Parce que depuis tout petit, il y a eu des servantes à la maison, il y a eu ceci, cela. Donc, ils n'ont jamais nettoyer quoi que ce soit, fille comme garçon chez eux. Alors, repenser donc? Repenser carrément l'éducation à la propreté depuis le bas âge. Et ça se passe en famille, ça se passe à l'école, ça se passe dans la rue. Aujourd'hui, nous tous, nous assistons impuissants quand les jeunes jettent des mouchoirs et autres, mais ce sont nos enfants, ce sont les enfants de quelqu'un, mais ils n'ont pas appris ça chez eux. À la maison, ils jettent tout, la servante ramasse. Mais dans la rue aussi, ils vont tout jeter, le gouvernement va venir ramasser. De telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez raison, si nous voulons penser les choses de fond en comble, on doit les prendre depuis le bas âge. De telle sorte que si c'est inscrit dans nos gènes depuis le bas âge, si demain, moi je suis responsable au ministère, étant propre, je ne vais pas faire des campagnes ponctuelles, parce que les campagnes ponctuelles, c'est pour la télé. Mais la réalité, tout le monde se dit, mais pourquoi on va payer et puis encore nous, on va prendre les balais pour sortir? C'est confus dans ma tête. Parce que je ne peux pas payer. Et donc, je sous-traite cela à quelqu'un, je vaque à mes occupations et je me retrouve encore dans la rue en train de balayer. Vous voyez? Monsieur Niquez, ce ne sont pas que les jeunes. Ce ne sont pas que les jeunes, il y a également des personnes d'un certain âge. Parce que je suis à chaque fois éberlué quand je vois une personne d'un certain âge descendre les vitres de sa voiture et jeter les ordures à travers la vitre. Franchement, je suis Madame, vous avez tellement raison que ce sont les voitures les plus luxueuses qu'on jette les sachets. Parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Donc, ils peuvent jeter leurs déchets dans les ordures. Effectivement. Alors, cela dit, Monsieur Niquez du ministère... Monsieur Nyaleba, c'est ça? Monsieur Camelan du ministère de la Salubrité. Oui. Alors, on voit des actions du gouvernement, comme vous le dites, et ces actions-là qui sont faites à court de millions, mais elles sont éphémères. Est-ce qu'il y a une étude au préalable qui est faite pour savoir si telle ou telle action aura un impact? Est-ce que vous étudiez l'impact sur le long terme de vos différentes actions? Oui, on fait des études. J'avoue que c'est vrai, le système est insuffisant. Il faut le renforcer. Et je suis d'accord sur quelque chose, c'est qu'il faut le repenser. Et c'est dans cette dynamique qu'on est. Je serais même amené à poser la question de savoir pourquoi on le faisait avant. Pourquoi dans nos villages c'est propre. Pourquoi avant, comme vous le dites tout à l'heure, à l'école, l'élève, il se sent obligé de rendre sa classe propre et sa cour propre. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous savez, avant, on avait peur du gendarme. Et comme on dit, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avoir de la poigne sur les gens? Justement. Donc, c'est ce côté aussi qu'il faut... jettent des mouchoirs. Voilà, c'est ce côté aussi qu'il faut qu'on renforce. On a posé des actes, mais le côté de la sensibilisation doit être renforcé. Et c'est ce qui est en cours. Il y a un cabinet qui a été approché. Un plan de communication a été monté. Vous savez, la communication, ça coûte cher. La RT, vous savez que ça coûte cher de faire passer les messages. Mais une autre chose, c'est que la population se dispose à écouter. Parce que les pays qu'on cite en exemple, là, nous sont passés par là, là où on est. Justement. On mis de l'argent, on sensibilisé, mais on réprimé. Mais justement, ces pays-là sont passés par là. Aujourd'hui, ils sont propres. Pourquoi ne pas prendre exemple sur eux? Et surtout prendre exemple sur la fermeté de ces pays. Parce que nous, dans nos pays ici, honnêtement, il faut le dire, on politise tout. Il y a un certain laxisme. On est bien nous sommes des spécialistes dans les enquêtes qui n'aboutissent jamais, dans des opérations qu'on laisse en cours de chemin. Il faut prendre le taureau à bras le corps. Parce que, et après, on se précipite quand il y a des événements, rendre la ville propre, alors que ça faisait partie. Il faut des moyens concrets.
des moyens concrets pour qu'au moins dans un quartier, on ait un passage 2-3 fois par jour, 4 fois par jour. Il faut des moyens concrets qui font que le monsieur lambda, la femme lambda, ça ne va pas trop lui faire mal de sortir les 2000 francs. Parce que quand on va voir déjà l'effort qui est fait autour, on sera vraiment impliqué. Et sur ce point, c'est que dans aucun pays au monde, le véhicule ne passe autant de fois que de sorties de déchets. Si vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui est célibataire, qui ne peut pas demander la permission pour venir faire sortir sa poubelle, mais il peut, tout ce qu'on lui demande, c'est que chacun ou chaque ménage ait une poubelle qui est fermée. Vous sortez le matin, vous avez à l'intérieur de la maison déjà votre petite poubelle avec un sac poubelle, vous attachez, vous venez vous déposer dans la grosse poubelle qui est dehors, vous la refermez, vous partez chez vous au bureau. Et le soir, si le véhicule passe, le véhicule n'a qu'à ouvrir la poubelle et récupérer votre déchet. Mais ce qu'on reproche, enfin, ce que la population fait qui n'est pas bien, c'est que dans certains quartiers, même dans certains quartiers de Cocody, il y en a qui sortent de chez eux avec des déchets dans la poubelle et viennent les déverser quelque part au bas d'un poteau. Ou il y en a qui prennent leurs déchets dans les sacs poubelles, ils viennent les déposer directement à même le sol. Mais puisqu'ils voient que vous aussi, dans vos campagnes, vous n'êtes pas ferme, il y a ça, et le sociologue va peut-être être d'accord avec moi, ça crée, ils se disent, bon voilà, on voit ça ailleurs, on voit à la télé que quand on fait des guépis, l'anguille à Bourgois, pour que ce soit propre, il y a une marche des femmes qui vient et les gens fléchissent. Ils vont se dire aussi que, bon, eux aussi, ils ont le droit. C'est ça aussi, c'est malheureusement ce que ça peut parce que vous savez qu'en matière de comportement, vous avez raison. D'abord, comprendre les comportements, sur quoi c'est basé, les causes, d'où viennent cela. Mais ensuite, quand on veut changer des comportements, il y a un volet sensibilisation qui consiste à expliquer. Mais si les gens persistent, il y a un volet aussi fermeté. Parce que tous ces comportements que nous dénonçons ne sont suivis d'aucun effet. Que je jette mon sachet à même le sol ou au bas d'un poteau et autres. D'ailleurs, vos grandes poubelles dont vous parlez, soit c'est ces petits murs qui sont enclavés et pratiquement en accord au système du sol, alors qu'ailleurs, les gens ont des grandes poubelles où déjà les tris, on marque la bouteille, on marque le plastique, on marque les résidus d'aliments. De telle sorte que déjà, ça crée une discipline dans la tête. Ça veut dire qu'avant de sortir chez moi, je spécialise mes sachets. Ensuite, on assiste à un autre comportement. Ces sachets, même si vous les fermez, vous les déposez devant chez vous, il y a ceux qui font les poubelles qui viennent trier et qui recyclent ces déchets à la place de l'État, alors que l'État pouvait faire un vaste programme, créer beaucoup d'emplois. On appelle les HMO, les hautes intensités de main-d'œuvre. Parce que la déchetterie produit beaucoup d'emplois. Toute une économie mondiale, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne aujourd'hui, qui peuvent représenter qu'à 1, 2, 3, 4% du PIB, ce qui est énorme. Parce que ça produit de l'électricité, ça produit du biocompost, ça produit toute une économie de recyclage du plastique. Voilà, que ce soit pour faire du bitume, que ce soit pour faire des seaux, que ce soit tous les matériels courants en plastique que nous connaissons, des nattes, etc. De telle sorte qu'il y a toute une économie et du coup, on peut aussi financer la répression. Comment? Parce qu'on peut avoir des gens en permanence, les brigades de salubrité, qu'on peut payer grâce à cette économie-là, et qui feront en même temps de la sensibilisation. Monsieur, il nous reste 2 minutes. Incivisme ou fête culturelle, on pourrait en parler des heures par rapport à ce thème-là qui intéresse tous les Ivoiriens. La preuve, donc, sur Facebook, on a des questions. Malheureusement, ça passe tellement vite. Monsieur Omer Camelan, pour 2018, ça tombe bien, on vous a en début d'année. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Et puis, sur quoi allez-vous insister pour 2018? Sur quoi on va insister? Sur la sensibilisation. Comme je l'ai dit, il y a un plan de communication qui va être mis en œuvre. Mais cette fois, on ne va pas communiquer pour changer seulement de comportement, mais on va communiquer aussi pour un changement social. Parce que les gens ont déjà, tout à l'heure on a dit, est-ce que c'est un fait culturel? Parce qu'il y a aussi à la base un fait culturel. Mais ce n'est pas parce qu'on a une certaine culture qu'on doit adopter une attitude qui va à l'encontre de l'ordre établi. Et quand on va à l'encontre de l'ordre établi, même si c'est dans le cadre culturel, on devient incivique. Donc, on va communiquer dans ce sens. D'ailleurs, le grand ménage va dans ce sens. Ensuite, pour Abidjan, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux opérateurs de qualité qui vont commencer bientôt, d'ici fin mars, début avril, et qui vont améliorer le service de collecte, qui vont intégrer nous aider à amorcer la valorisation. Les mains libres pour travailler. Pour travailler correctement, amorcer la valorisation, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, pour créer ce qu'on appelle l'économie circulaire. Beaucoup d'emplois, protection de la santé publique, beaucoup de matières premières, développement de l'industrie et développement des métiers verts. Et c'est cela qui va être fait cette année. Et en plus de cela, il va y avoir aussi la sensibilisation pour tout ce qui est désordre urbain,
nuisances sonores, parce que tout ça, voilà. Alors, un dernier mot? Oui, un dernier mot pour dire qu'effectivement, si la pensée est globale, comme il le dit, où tout est lié, tout est pris en charge, les populations s'impliquent, l'État s'implique, l'économie, ce qu'on peut gagner là-dedans s'implique, véritablement, on peut voir un changement. Parce que la salubrité, ça paraît vraiment un serpent de mer sans suite, sans fin, mais dès lors que tout le monde a pris conscience, qu'on accepte que c'est la triptyque, notre santé, notre image et notre capacité à nous en sortir, naturellement, on change du tout au tout. Quelqu'un qui ne se lave jamais peut commencer à se laver le lendemain, etc., etc. Merci beaucoup, merci pour vos différentes interventions. On vous laisse terminer le débat chez vous et nous, on vous donne rendez-vous lundi, 5h55, 7h30. Bon week-end ici. Bon week-end. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Dans la salubrité. Dans la salubrité.